Bienvenue sur le podcast Fréquence Entrepreneur. Fréquence Entrepreneur, c'est un podcast réalisé par LCL qui célèbre l'audace et l'énergie d'entreprendre et qui met en valeur, en lumière, des parcours inspirants, des entrepreneurs innovants. Et je suis Serge Magdelaine, directeur général de LCL. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli par Sébastien Floch, qui est le président du directoire du groupe SIL. Alors SIL, le nom peut-être ne vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis Malo, si je vous dis La Potagère, si je vous dis le Petit Basque, là tout de suite vous voyez de quoi je parle. Et nous sommes ici dans un lieu emblématique à Saint-Malo, dans une laiterie. Cette entreprise qui a été et qui est toujours une entreprise familiale fondée en 1962 et que dirige le président Floch. Depuis 5 ans maintenant et sous son impulsion, le groupe SIL s'est particulièrement diversifié, a beaucoup innové, a connu une forte croissance pour atteindre près de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes vendu dans 80 pays dans le monde. Et donc, j'allais dire, première question, qu'est-ce qui vous donne cette énergie d'entreprendre ? D'abord, bienvenue. On est très, très heureux de vous accueillir en terre bretonne. Et vous voyez dans cet accueil un premier début de réponse. Cette énergie, elle vient de notre territoire, elle vient de notre histoire, elle vient de nos ancêtres, elle vient fondamentalement d'avoir envie de réitérer ce qu'ont fait les autres pour nous. Je vous sais passionné de sport. Prenez l'image du rugby, on aime recevoir la balle et la redonner. Donc, fondamentalement, ce qui nous fait lever le matin avec beaucoup d'énergie et un grand sourire, c'est de se dire qu'on apporte une petite pierre à la construction du monde qui est le nôtre. Peut-être ma première question traitera des défis que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur de l'agroalimentaire. Dans ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, est une grande chaîne entre des producteurs, des distributeurs, des transformateurs. Au fond, à quel défi vous faites face aujourd'hui ? Le groupe SIL, depuis sa création par les familles Léon et Falin, a toujours fait le choix d'être intégré en amont, c'est-à-dire très proche effectivement du monde agricole et en ce qui nous concerne des éleveurs laitiers, que ce soit en bovin et en ovin ou en filière conventionnelle ou bio. Et donc, cette proximité, cet enjeu de création de valeur, on le porte pour beaucoup de monde. Et finalement, on a aujourd'hui, en ce qui nous concerne, près de 700 producteurs et on a en aval de moins en moins de clients puisque la grande distribution se résume aujourd'hui à 4 grands distributeurs. Donc, il y a cette pression tout simplement entre cette nécessité de valoriser l'amont de la meilleure manière possible, et c'est bien légitime, cette nécessité d'investir toujours plus pour avoir un capital industrie qui soit au top de la technologie pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la productivité. Et puis évidemment, avec un enjeu essentiel presque de souveraineté alimentaire, c'est de rendre ce produit néanmoins accessible, tant géographiquement qu'en termes de coûts économiques pour le consommateur. C'est cette équation-là qui, effectivement, est très complexe pour nous à gérer au quotidien. Quand on visitait la laiterie tout à l'heure, vous m'avez parlé aussi d'un défi de diversification. Vous partez du lait, et mais maintenant, vous allez sur le végétal, vous allez sur d'autres produits. Pourquoi cette diversification ? Alors nous, on aime bien des choses simples en Bretagne et on aime bien des adages. Et le meilleur adage là-dessus, c'est pas tous les œufs dans le même panier. Si on échoue quelque part, on n'échouera pas partout en même temps. Et si à l'inverse, on réussit quelque part, on réussira sans doute pas tout partout en même temps. Donc, voyez ça, d'aucuns financiers pourraient voir ça dans une répartition analytique des risques. Nous, on appelle ça pas tous les œufs dans le même panier. Ça revient à la même chose in fine. La volonté d'être présent demain et d'avoir les bonnes recettes pour être là, indépendant, souverain et tout simplement en vie demain. Donc le lait, les œufs, on a quasiment tous les ingrédients de la recette. Peut-être, là, quand j'ai visité l'usine, j'ai vu beaucoup d'innovation. Est-ce que l'innovation, c'est important pour le groupe SIL ? Est-ce que c'est un facteur, évidemment, de différenciation, mais aussi presque de survie pour une entreprise d'agroalimentaire ? On pense que oui. On fait partie, effectivement, des groupes qui innovent. Il y a pour moi, et selon moi, 2 types d'innovation. La première, c'est l'innovation produit. Comment est-ce qu'effectivement, on rend toujours moderne un produit historique ? Souvent, je souris en vous disant finalement, on aime tellement innover que nos produits, et Malo, on cherche avant tout à avoir une tradition. Donc, on peut y voir une forme d'antagonisme, en tout cas presque d'opposition. C'est l'inverse. On doit effectivement toujours être plus innovant pour montrer et mettre en avant la tradition qui est dans nos recettes. Donc, il y a vraiment cet enjeu réellement de trouver les bons produits avec les bonnes recettes. C'est un élément essentiel. Et là-dedans, j'y mets le choix des ingrédients, le choix effectivement des éléments qui sont intégrés à nos produits et qui finalement sont ingérés par le consommateur. Donc, c'est un élément essentiel, une responsabilité tellement importante. Et puis, il y a l'autre facteur de l'innovation qui est beaucoup plus technique et technologique. Vous l'avez compris, la productivité et la capacité effectivement à être efficace, c'est un élément essentiel pour être là demain. Et l'enjeu technique et technologique est un élément essentiel. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup d'équipes qui réfléchissent constamment à effectivement améliorer nos process, améliorer notre efficacité,
tout simplement avoir une usine ou des outils qui soient plus efficaces, moins gourmands d'un point de vue énergétique. C'est un élément essentiel aussi. Quand on est effectivement en charge de la gestion du lait, il y a tout un élément d'énergie. Vous avez vu effectivement qu'il faut qu'on aille chauffer le lait, qu'on aille le redescendre en température. Donc l'énergie pour nous est essentielle. Et l'enjeu de l'économie de ce point de vue-là est une priorité tant d'un point de vue compte de résultat que d'un point de vue citoyen, parce que très clairement le groupe SIL aussi, et avec notamment le soutien de LCL, c'est très clairement inscrit dans le schéma des transitions. Et on y travaille beaucoup et je crois avec un certain succès. Je confirme, j'ai visité la cellule R&D qui essaye d'améliorer en permanence le processus industriel pour qu'il soit moins gourmand en énergie, plus responsable. Donc, je confirme que c'est vraiment une priorité, une préoccupation du groupe SIL. Peut-être une question aussi, comment on arrive à être présent dans un marché de la poudre de lait qui est quand même un marché de commodité avec des fluctuations de prix très importantes. C'est quoi les facteurs de différenciation ? Ils sont complexes. Nous, on a effectivement choisi d'aborder ce marché des poudres avec une stratégie assez particulière, puisqu'on a catégorisé vraiment 3 catégories ou 3 segments. Le premier qui est vraiment le marché des commodités. Et là, notre stratégie, c'est d'avoir la plus faible volume possible. Pourquoi ? Parce que le marché est mondial, on s'est dit, on est sur un marché de commodités au même titre qu'un marché de céréales. Et objectivement, un marché de différenciation, malgré la qualité de l'origine de notre lait breton, n'a pas beaucoup d'impact. Il n'y a pas de valorisation du marché du lait breton sur de la poudre de lait de commodité. Très peu, parce que finalement, on se retrouve en face d'agents industriels qui, eux-mêmes, dans leurs recettes, ne vont pas intégrer forcément cet aspect pourtant essentiel, on est d'accord, mais qui pour eux est un élément juste d'ingrédient et donc qui vient quelque part compléter nos recettes. Et en face de nous, on a du lait néo-zélandais, australien, etc. Donc, le facteur de différenciation sur ce marché mondial est très complexe. Pour autant, on va chercher des technologies spécifiques. On va apporter justement des innovations technologiques. Et là, on est capable non pas de vendre une commodité, mais un ingrédient. Et là, on va avoir en face de nous, effectivement, des industriels qui vont beaucoup plus chercher un plus produit, un avantage économique, écologique ou gustatif dans leurs produits. C'est le cas avec les poudres produits à Malo, où leur spécificité technique va générer des aspects, par exemple, une réaction de Maillard qui donne un goût caramélisé à nos poudres et qui donc vont apporter un plus, notamment à l'industrie chocolatière. Et là, effectivement, on est parmi les seuls en Europe à pouvoir produire ce type de technologie. Et puis enfin, on a cherché aussi à aller au top de la technologie mondiale pour aller chercher la spécificité totale. Ça veut dire quoi ? C'est le réglementaire, c'est la sécurité alimentaire totale, c'est le marché du nourrisson où on doit effectivement promettre aux mamans, aux papas du monde entier un produit sain, qualitatif et évidemment complètement sécurisé. Et là, évidemment, on est très peu au niveau mondial à pouvoir produire ce type de technologie. Mais tout ça, ça demande beaucoup de capitaux, ça demande beaucoup de savoir-faire, ça demande une capacité à avoir dans nos équipes des gens de très très haut niveau. Et donc forcément, pour nous industriels, et je reviens un peu à votre premier point, qui était, ça nécessite d'attirer des talents, de pouvoir les rémunérer et de pouvoir les conserver dans le temps. J'étais surpris, je ne m'y attendais pas à ce que vous soyez vendu et exporté dans 80 pays dans le monde. Comment on gère cette exportation ? C'est quoi les défis auxquels vous faites face dans cette internationalisation de vos produits ? Alors, un des adages, j'y reviens, que Gilles Fallin a porté, c'était la Bretagne comme port d'attache, le monde pour horizon. Donc, ça fait partie de nos phrases qu'on se donne le matin pour se motiver. Voilà. La notion d'internationalisation, c'est effectivement, on revient dans la sécurisation des marchés. C'est un élément essentiel. Quand vous venez dans 80 pays, c'est quand même plus simple que d'avoir 1 ou 2 pays, parce que s'il y a un risque majeur qui porte sur un pays, on peut être dans une difficulté économique. Donc, c'est encore une fois, on revient sur la sécurisation et la diversification des marchés. C'est le premier point. Le second point, on a évidemment des enjeux de commercialisation. Pour aller vendre au Japon, si on n'a pas des équipes qui comprennent leur culture, qui vont les démarcher, qui vont les convaincre et qui vont les sécuriser et qui vont aussi d'ailleurs générer l'accompagnement après-vente, on n'y arrive pas. Sur des marchés aussi exigeants que ces marchés japonais, on n'y arrive pas. Donc d'abord, un dispositif commercial. Aujourd'hui, on a 3 hubs commerciaux qui viennent soutenir nos développements produits. Un qui est basé effectivement à Singapour, qui va travailler toute la partie Asie et Asie du Sud-Est, bien évidemment. Un qu'on a ouvert à Dubaï il y a maintenant 5 ans et qui va essayer de développer nos ventes sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Et puis le dernier qu'on a ouvert il y a quelques mois, alors vous allez vous moquer parce que le contexte n'est pas forcément très favorable, mais aux États-Unis, puisqu'on a ouvert effectivement un bureau à Houston. C'est un grand marché. C'est un grand marché, on n'avait pas complètement tout prévu ce qui allait se passer depuis. Mais néanmoins, on y croit beaucoup et on pense que la qualité de nos produits fera la différence. Et donc, encore une fois, je reviens à cette notion de présence commerciale. Sans commerciaux,
sans capacité de convaincre nos clients et les amener, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième, il est essentiel, c'est le réglementaire. Si vous allez dans un marché et que vous n'avez pas l'humilité de comprendre comment il fonctionne, y compris d'un point de vue réglementaire, vous n'y arrivez pas. Donc forcément, il faut qu'on ait une équipe réglementaire qui puisse comprendre les exigences, les cahiers des charges qui sont proposés par ces zones d'exportation, ces zones de développement. Et puis le quatrième point, bien évidemment, la logistique. Si on n'a pas en notre organisation des gens qui soient capables de comprendre les flux, qui soient capables de choisir les prestataires et effectivement de faire les bons choix, on n'est pas capable non plus d'être pertinent économiquement. Donc, c'est l'agrégation de ces 4 éléments qui nous permettent effectivement d'avoir des ambitions et de pousser quasiment 18% du chiffre d'affaires du groupe. Vous avez cité 80 pays, on pourrait citer 100 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'on fait à l'export. Et donc, c'est effectivement à notre échelle relativement satisfaisant. Notre objectif et notre ambition est claire, on veut doubler cette proportion dans les 5 prochaines années. Ça veut dire tout simplement ouvrir de nouvelles zones d'export, ouvrir de nouvelles ambitions et muscler, encore une fois, commercialement par des collaborateurs nouveaux, des profils nouveaux, muscler en tout cas les bureaux commerciaux que j'évoquais tout à l'heure. J'ai peut-être pour la dernière question, une question un peu plus personnelle. Vous êtes un chef d'entreprise et un entrepreneur expérimenté. Vous avez, bourlingué dans des sociétés industrielles, des grandes sociétés d'agroalimentaire. Vous avez même fait de la finance, du M&A, je crois. Quels conseils vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui ? Être optimiste. Moi, je me nourris qu'à ça, en fait. Objectivement, c'est mon seul moteur, c'est me lever le matin. Moi, j'ai un adage le lundi matin. Je reviens à un troisième adage que je vous offre ce matin-là. Je déteste les gens qui, le lundi matin, comment ça va comme un lundi. Je trouve ça insupportable. J'aime bien, moi, rire de ça en disant le vendredi, dis donc, on est déjà vendredi, c'est déjà le week-end, c'est terrible. L'optimisme, le volontarisme, moi, je suis né là-dedans. Je voudrais revenir là-dessus, je suis né dans une Bretagne pauvre, de grands-parents qui étaient pauvres. Et cette extension économique s'est faite grâce à une seule voie, qui est le volontarisme. La prise de conscience collective que si on n'avait pas un mouvement tourné autour de la création de valeur, on serait aujourd'hui encore dans une terre aussi pauvre que celle qu'on a connue après-guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entrepreneur aujourd'hui doit d'abord être un modèle d'optimisme, un modèle de volontarisme et sans doute avoir une petite conscience qui tourne quelque part, et ça, il ne faut pas la perdre, que ce qu'on fait n'a de sens que si c'est collectif. L'entrepreneuriat individuel, moi, j'y crois peu. On peut en débattre longuement. Mais en tout cas, moi, tout ce que je fais à titre personnel, c'est pour qu'on progresse collectivement et qu'on continue à progresser collectivement. Et comme par hasard, quand on a cet enjeu-là, on arrive quand même plus facilement à amener les gens avec nous. Merci Sébastien Floch, vous vous êtes prêté au jeu du podcast Fréquence Entrepreneur. Je peux vous dire, quand vous passez une matinée avec Sébastien Floch, vous êtes irradié d'énergie et je pense que vous symbolisez bien la tournée de l'énergie d'entreprendre. Je vous remercie. Merci à vous, bonne journée.